Mike Davis, il me semble, mais puisque vous prenez tous des risques les uns et les autres, à mon tour d'en prendre aussi, il me semble que les questions qui nous sont posées dans la sphère environnementale sont autrement plus graves que celles dont nous traitons tous les jours à propos de l'économie. Je ne suis d'ailleurs pas certain qu'on ait donné à l'environnement autant de moyens que ceux qu'on donne aujourd'hui à l'économie pour sauver les grands groupes bancaires en difficulté. Cette question environnementale, profondément grave, interroge, me semble-t-il aussi évidemment, la question de la ville. Est-ce que vous considérez, vous aussi Mike Davis, que cette question vous engage, mais engage aussi les générations futures, c'est-à-dire que vous devez penser une ville qui sera confrontée à des questions qui n'existent pas encore aujourd'hui? Oui, je pense que nous sommes dans une situation, excusez-moi, je parle en très mauvais français, nous avons une crise environnementale qui est assez sérieuse et c'est, je pense, plus grave qu'on imagine, même maintenant. On n'est pas très équipé pour voir la vague qui vient vers nous. La chose fondamentale, c'est que les cités semblent être une clé pour une réponse à la crise environnementale. Et les cités doivent être traitées dans une manière hétérogène. Nous devons regarder les cités dans une manière holistique pour essayer de contribuer à ce problème. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire, au fond, si vous considérez que c'est à ce point une question première, comment inscrivez-vous la question environnementale, c'est-à-dire la nature, dans la cité? De quelle façon, sous quelle forme? Je pense que nous devons répondre avec plusieurs actes en parallèle. C'est important qu'on avance sur beaucoup de fronts à le même moment. Bien sûr, il faut restructurer la gouvernance. Il faut restructurer la gouvernance pour qu'on puisse acter ensemble, pour qu'on puisse prendre des décisions environnementales à grande échelle, dans une manière unie. Il faut 5 ou 6 points. Il faut construire Paris sur Paris. Ça veut dire qu'il faut éviter une extension aléatoire. Il faut avoir une cité compacte, parce qu'une cité compacte, c'est une clé à la réponse environnementale. Nous avons des éléments dans la cité qui sont fondamentaux. Le transport en commun est 10 à 15 fois plus efficace que le transport privé. Le mouvement dans la ville, c'est fondamental à la vie, à l'économie, à la vie sociale de la ville. C'est absolument fondamental qu'on supporte un système de transport en commun qui est beaucoup plus étalé qu'on a maintenant et beaucoup plus efficace pour éviter que la voiture mange la ville. Il faut aussi révolutionner la voiture complètement. Mais là, on est déjà dans la mobilité et on va y revenir. Moi, je voudrais vraiment bien comprendre, au fond, s'agissant de la forme de la ville. Imaginons que tous, là, nous regardions le Grand Paris tel que vous le voyez, là, dans les années qui viennent. Quelle est la place du vert? Où est le vert dans la ville? Et à quoi sert-il pour vous? D'accord. Il faut certainement entrer la nature dans la ville. Il faut éviter de manger la nature qui est à l'extérieur à ce moment. Il faut renforcer la nature qui est dans la ville. Il faut tisser un réseau des espaces verts dans la ville, de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Et il faut recapturer la ville même pour des éléments verts et pour le détente, etc. Donc on a plusieurs stratégies pour le faire. Mais on imagine une ville de l'avenir, une ville plus verte qu'une ville maintenant. Moins dure, plus souple, plus supportant de la biodiversité, avec des toitures enrichies de verdure. Vous avez 400 km² de toitures disponibles. Et la moitié de ça peut être convertie en jardin, en biodiversité, en captage d'énergie solaire, en captage d'eau. Ça veut dire que vous avez une ville avec une nappe verte dessus. Vous vous souvenez sûrement, Mike Davis, quand on parlait de la Silicon Valley au début, de cette espèce de miracle américain de la créativité et de l'imagination, les chercheurs de la Silicon Valley disaient « on produit bien là où on vit bien ». Très important quand même. S'agissant de la nature dans la ville, au fond, est-ce qu'elle n'est pas de nature à en augmenter le plaisir d'y vivre? Au fond, est-ce que l'enjeu de la cité de demain, ça n'est pas aussi, et peut-être d'abord, le plaisir de l'habiter?
Et en quoi l'environnement est une question qui est directement liée, peut-être non seulement au plaisir d'ailleurs, mais aussi à l'esthétique de la ville, qui n'est pas une question mineure. Oui, oui, il y a plusieurs issues là. Je pense à ce moment, les nouvelles industries de Paris sont à l'extérieur. Ils sont sur les bords de Paris. La biotechnologie, les sciences, l'avionics, l'aviation. Ils s'installent au bord. Ils s'installent au bord parce qu'ils imaginent vous avez un contact avec le paysage et c'est facile d'accès au travail. Il faut les intégrer à Paris. Il faut un Paris qui a la même qualité que ça. Il faut un Paris qui est plus intégré. Il faut prendre ces industries, les amener vers l'intérieur pour qu'on ait un type de vie qui est plus riche dans la ville. Il ne faut pas perdre les éléments à l'extérieur. Il faut intégrer dans la ville. Il faut avoir une ville qui est plus souple, plus sensible aux piétons et plus délicate. Parce que dans l'avenir, la crise de l'environnement, c'est une question de délicatesse aussi. L'économie de la ville. Est-ce que l'économie de la ville, alors on dit beaucoup, et notamment de Paris, que c'est certes une très belle ville, mais que ça commence à être un petit peu une ville-musée. On ne peut pas imaginer que l'économie d'une ville ne s'instruise que sur le tourisme et son côté un peu plaisant et décoratif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, l'économie de la ville, sachant que l'environnement aujourd'hui interroge à ce point le futur de la ville? C'est absolument fondamental qu'on peut avoir une économie rééquilibrée dans la ville. Si on regarde la ville physiquement, on note que vous avez deux économies et deux régions. Vous avez l'ouest et le sud-ouest qui est assez riche et divers et plein des économies nouvelles, et l'Est, qui était l'ancienne zone industrielle, qui manque des industries. Il faut rééquilibrer la ville physiquement, il faut investir dans le nord-est avec les nouvelles industries on peut irriguer et réorganiser l'équilibre. Et au il passage, faut aussi les industries qui sont à petite échelle, diverses, des grandes entreprises, mais aussi les petites entreprises. L'invention, c'est quelque chose de fondamental en France. C'est quelque chose de national, c'est dans le peuple. Bien sûr. Donc il faut qu'on intègre ça, on peut intégrer ça à petite échelle à Paris aussi. Et vous imaginez que ces axes verts que nous évoquions à l'instant puissent être des moyens de connecter les pôles Est et Ouest, Nord et Sud, et au fond de créer une forme de transversalité dans la cité qui lui donne une meilleure dynamique? Oui. Il faut certainement un système de transport en commun qui est très riche, plus notre proposition des armatures qui connectent la ville de Paris avec le banlieue et le loin banlieue sont les deux des moyens pour un accès plus facile. Alors vous dites banlieue encore. Oui, mais le problème c'est de savoir s'il faut continuer à dire banlieue ou pas. Si on se pose la question des équilibres sociaux, si on continue longtemps de considérer qu'il y a la ville et la banlieue, on va avoir du mal à les résoudre. Donc comment faire en sorte de rééquilibrer précisément l'équilibre social, de redonner du sens à l'équilibre social de la cité? Il n'y a pas de doute que dans le nord-est de Paris, il y a une crise. Et ce n'est pas une crise parisienne, c'est une crise nationale. Il faut qu'on ait un acte, un New Deal national pour résoudre ce problème. Aucune maire a le pouvoir, ni les moyens, les ressources pour résoudre les problèmes de Clichy-sous-Bois et les grandes cités là. Il faut quelque chose de positif, il faut un type de discrimination positive. C'était un étudiant à l'université de Los Angeles dans les années 60 et 70 où ils ont fait le basing, une grande controversie, mais quand même, ça a commencé à changer le monde. Et maintenant, vous avez un président américain qui est noir. Et c'était dû à cette révolution, cet acte national, cette volonté de changer la situation sociale de pas mal de gens qui a changé le monde. Donc, il faut un acte national pour résoudre ce problème. Mais il faut que cet acte national soit objectivé par quelque chose de visible pour qu'on le comprenne. Bien sûr. Attendez, le problème c'est que les murs, ils sont invisibles. Oui. Ils sont invisibles. Donc il faut faire quelque chose qui fasse comprendre à tous ceux qui habitent la cité, que désormais, il n'y a plus le mur invisible et qu'il y a un meilleur partage de l'espace de la ville. Absolument. Étant urbaniste et architecte, on analyse le plan de la ville. Et c'est absolument extraordinaire. Si vous regardez le plan de Paris-Centre, c'est dense, riche, divers. Même dans le banlieue, c'est dense, riche et divers. Mais dans les cités, c'est du vide. Autour des grands blocs, ces grandes cités, il n'y a presque rien. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas de village, il n'y a pas de quartier. Donc la première chose à faire, c'est d'ajouter les facilités secondaires
les écoles, les petits maternelles, l'assistance locale, les endroits où les jeunes peuvent jouer pour traîner un peu. Ils ne sont pas là. On descend d'un grand bâtiment, vous avez des garages cassés, une barrière cassée et rien, des champs. Ce n'est pas une ville, ça. Un des problèmes, c'est le fait qu'ils ne sont pas vraiment dans la ville et en plus, ils ne sont pas du tout connectés avec leur ville. Donc, il faut avoir accès, il faut ajouter, il faut les célébrer, il faut mettre un bras autour d'eux. Une dernière chose, Mike Davis, moi j'étais très frappé en lisant les travaux de beaucoup des équipes ici présentes, des analogies avec le monde du vivant, avec le monde du vivant, avec la biologie. Le fonctionnement de la cellule, celle qui est à l'intérieur de notre propre corps. Et la cellule, ce n'est pas autre chose qu'une histoire de l'échange permanent, d'une forme de symbiose, de partage. Bon. Nous sommes aujourd'hui dans des villes qui sont des villes nécrosées, notamment lorsqu'il s'agit de la relation entre la ville et souvent la banlieue que vous venez de décrire. Donc pour vous, la mobilité, quelle forme, et là encore, quelle forme physique prend-elle? Est-ce que ce sont surtout des transports en commun? Est-ce que c'est un système circulaire autour de la ville? Est-ce que ce sont des transverses qui vont se croiser au milieu de la ville? Enfin, comment vous faites? À ce moment, le centre de Paris est très bien irrigué, un métro superbe, admiré mondialement. Mais on a toujours imaginé que Paris était bien irrigué. À la fin, le banlieue n'est pas du tout bien irrigué. Vous avez les grandes lignes radiales, mais pour traverser dans le banlieue de manière circonférentielle, c'est presque impossible, très difficile à faire. Donc nous proposons une série de lignes concentriques, si vous voulez, autour. Ils ne sont pas vraiment des cercles parce qu'ils sont souterrains, donc ils ne changent pas la situation sur le sol, ils sont en souterrain, mais quand même, il faut une ville où on peut lier les polycentres, les grandes entités autour de la ville de Paris, avec un anneau qui fait liaison, qui irrigue le banlieue en souterrain. Deuxièmement, il faut connecter les grands éléments internationaux aussi avec le monde national. Ça veut dire, nous proposons aussi une ligne TGV qui passe à Boucle-Ouest, qui prend la Défense, Boulogne-Billancourt et reconnecte à Massy pour donner une dimension internationale. Mais la chose fondamentale, c'est qu'on a une richesse beaucoup plus dense dans le banlieue de transport public, parce que c'est 50 fois plus efficace que le transport privé. Deuxièmement, il faut révolutionner le transport privé. Nous avons proposé le Paris Voiture, c'est une voiture 2,40 m de long, n'est pas du tout hydrocarbure, c'est électrique hydrogène. Auto-sensing, pour que la distance est réglée. Et on peut mettre 2 fois le nombre de personnes sur la rue, avec 4 grands BMW. On peut libérer des fois pour le transport public en supplément. Transport en commune. Transport public n'existe pas en France. Le transport en commune, ça veut dire qu'on peut libérer des voies supplémentaires pour le transport public. Et avec ces petites voitures privées, on est beaucoup plus responsable du point de vue de l'écologie. Ça veut dire qu'on a un système mixte parce que la voiture privée a des avantages extraordinaires, mais il faut le régler. Il faut dire 2015, pas une voiture hydrocarbure qui peut rentrer à la ville de Paris. Fini. Dernière chose très importante tout de même, les réseaux. Paul Virilio, que connaît bien Jean Nouvel, il y a quelques jours à peine évoquait, s'agissant d'une ville à naître peut-être, il appelle ça l'outre-ville, la sédentarité de celles et ceux qui travaillent désormais face à leur écran d'ordinateur, qui exercent de nouveaux métiers face à cet écran d'ordinateur. Ils sont donc sédentaires dans la ville, mais cette sédentarité fait d'eux, et ça n'est pas un paradoxe, des nomades. Grâce à l'ubiquité des réseaux, on peut être ici et là, hic et nunc, au même moment, ce qui est une des particularités du temps que nous vivons. En quoi ces réseaux et cette nouvelle forme de mobilité interrogent, elle aussi, la question de la ville de demain? Oui. Est-ce que ça va modifier la ville? On imagine que la technologie de l'avenir va nous permettre de se livrer de notre bureau. Regarde le téléphone mobile, regarde le pilule contraceptif, ils ont changé le monde. À mon avis, le bureau sera où vous êtes. On peut être dans un parc, sur le métro, n'importe où. Le bureau, c'est où on veut.
on veut le mettre. Ça veut dire on n'est pas bloqué, on n'est pas sédentaire devant un bureau, on peut balader partout. Il faut encourager les jeunes à être plus sains, plus physiquement en bonne forme, etc., parce que c'est une partie d'une cité équilibrée et saine.